Alors, bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être là. Donc, je m'appelle Lucie Wayun et je travaille pour l'association Les Maths en Scène. Et donc, je vais vous présenter un des ateliers qu'on propose grâce à l'association. Et ça s'appelle donc, ça va être deux activités complémentaires qui vont donc être les codes détecteurs et correcteurs d'erreurs. Alors, du coup, ça va être deux activités complémentaires qui s'inscrivent dans le thème de l'informatique débranchée. Donc, qu'est-ce que c'est l'informatique débranchée? Ça va être essayer de comprendre les concepts d'informatique qu'on appelle, c'est-à-dire vraiment de comprendre comment est-ce qu'un ordinateur marche, grâce à des petits jeux, qui ne nécessitent absolument pas d'ordinateur. C'est ça le gros avantage, de l'informatique débranchée. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, 2 activités complémentaires. Donc la première, ça va être un petit tour de magie qu'on va pouvoir faire, très facilement juste avec le tableau blanc, qui est présent dans la classe. Et le second, c'est un jeu qui s'appelle le code menteur, qui encore une fois peut se faire de façon très très simple juste avec le matériel qu'on a en classe, mais qu'on va pouvoir améliorer un petit peu, surtout dans le cas d'élèves qui ont un petit peu du mal à se concentrer. Donc les activités que je propose, elles se font pour les enfants à partir du CE2. Et en fait, c'est des activités qui sont très facilement modulables et qui peuvent se faire même pour les enfants bien bien plus grands, donc jusqu'au lycée. Et comme je l'avais dit, aucun matériel nécessaire à part le tableau blanc. Alors, donc la première activité, donc c'est le petit tour de magie, qui se base sur le principe de détection d'erreurs dans des codes informatiques. C'est une activité qui a été proposée donc, par le collectif CS Unplugged, donc, qui est un collectif donc, d'informatique débranchée, comme je vous en ai parlé en introduction. Et c'est Pascal Lafourcade de l'association Les Maths en Scène également, et qui m'a parlé pour la première fois de ce site internet qui est une mine de ressources assez incroyable pour si ça vous intéresse, et donc qui nous permet de comprendre un petit peu ce tour de magie. Alors, donc, détection d'erreurs, tour de magie. Donc, comme je l'avais dit, ça marche bien avec des élèves à partir du CE2 jusqu'à des élèves vraiment beaucoup plus âgés, jusqu'au lycée, ça peut marcher. Il y a vraiment la notion de savoir assez bien compter et surtout reconnaître les nombres pairs. C'est pas grave si on nomme pas le nombre pair en tant que nombre pair, mais il faut savoir dire que les nombres vont 2 par 2, par exemple. Enfin, savoir trouver un critère discriminant entre 2 et 3, par exemple. Et donc, en matériel nécessaire, rien d'autre à part le tableau blanc présent en classe et un feutre effaçable. Ok, donc on va faire un petit peu en fait le principe du tour de magie ensemble pour essayer de comprendre comment on peut le mettre en place en classe. Donc, l'une des premières choses qu'on va faire, ça va être de tracer donc un tableau de 5 par 5 cases, donc au tableau blanc pour que tous les élèves puissent le voir. Et on va le repérer à la manière d'un échiquier, donc A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, on va demander à un ou une élève volontaire de venir au tableau pour faire notre assistant, notre assistante. Et on va expliquer les consignes à toute la classe. Donc, les élèves vont devoir se mettre d'accord pour colorier un certain nombre de cases du tableau. Puis ensuite, la personne en charge de l'atelier va essayer de compliquer les choses, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ou elle va ajouter une ligne et une colonne autour du tableau. La personne en charge de l'atelier, donc le magicien, la magicienne, va sortir de la pièce et les élèves vont modifier une case. Donc soit ils vont en effacer une, soit ils vont en colorier une qui était vierge. Ensuite, le magicien va re-rentrer dans la classe et il va pouvoir deviner exactement quelle case a été modifiée. Donc, on va essayer de se mettre un peu en situation. Donc, l'élève qu'on a choisi comme assistant ou comme assistante, il va écouter les consignes de ses camarades et il va colorier certaines cases dans le tableau qu'on a dessiné. Donc là, par exemple, B1, E1, C2, E2, etc., etc. Donc, ils ont colorié quelques cases. Moi, j'arrive et j'ajoute donc la ligne 6 et la colonne F. Et donc, je dis aux élèves que c'est pour compliquer un peu les choses que je rajoute cette ligne et cette colonne. Mais en réalité, c'est pas juste pour compliquer les choses. C'est pour m'assurer d'avoir un nombre pair de cases colorées sur chaque ligne et sur chaque colonne. Donc là, par exemple, sur la première ligne, j'ai 2 cases qui sont colorées, donc pas besoin d'en rajouter une. Sur la deuxième, 2, pareil. Sur la troisième, j'ai encore 2 cases colorées. Sur la quatrième, j'ai une seule case colorée, donc c'est un nombre impair. Donc je vais colorier la dernière case, là, pour avoir deux cases colorées sur la ligne.
Et sur la 5e, pareil, j'en ai 3, donc je vais en colorier une pour en avoir 4. Sur les colonnes, je fais pareil, donc là j'en ai 2, là j'en ai 2, là j'en ai qu'une, donc j'en rajoute une, là j'en ai 2, là j'en ai 3, et je fais en sorte d'en avoir 4. Donc vous voyez que là il nous reste encore une case donc, qui ne correspond pas au tableau initial, la 6F, et elle va nous permettre de nous assurer de la parité du nombre de cases, donc d'avoir un nombre de cases paires pardon, sur cette colonne et sur cette ligne. Donc là, on a déjà 2 cases colorées sur la colonne F et 2 cases colorées sur la ligne 6, donc pas de souci, elle reste vierge. Ok, donc là, à ce moment-là, on sort de la pièce et les élèves vont modifier une case. Donc c'est bien important de leur préciser qu'il ne faut modifier qu'une seule case, parce qu'ils sont parfois un petit peu trop enthousiastes. Donc là, par exemple, dans notre cas, ils ont effacé la case E1. Ils auraient pu aussi, effacer n'importe laquelle des cases, ou ils auraient même pu en colorer une autre. Et donc ensuite, on va re-rentrer dans la pièce et on va compter les cases qui sont colorées. Donc là, sur cette ligne-là, on n'en a qu'une. Sur cette colonne-là, on en a 3. Donc voilà, on repère où est-ce qu'il y a un nombre impair de cases colorées. On fait l'intersection des deux et hop, on se rend compte directement que c'est bien la case E1 qui a été modifiée. Et donc a fortiori là, qu'elle a été effacée. Donc voilà, là on peut dire aux élèves qu'ils ont bien modifié la case E1 et ça génère généralement des réactions assez spectaculaires. Donc les élèves sont assez impressionnés. Et donc là, 2 cas de figure. Soit on a un ou une élève qui a compris le principe et qui va devenir magicien ou magicienne. Ça vaut le coup de prendre quelques secondes pour vérifier bien avec l'enfant en secret que sa solution est la bonne. Parce que parfois, voilà, ils sont très très enthousiastes et ils peuvent peuvent avoir l'impression d'avoir trouvé une solution qui en fait n'est pas exactement la bonne. Donc voilà, ça peut valoir le coup de vérifier un petit peu et qu'il ou elle devienne magicien ou magicienne. Si personne n'a compris l'astuce du tour de magie, on va pouvoir tout reprendre depuis le début. Donc c'est-à-dire qu'on va tracer un tableau 5 par 5, on va le numéroter, on va colorier certaines cases et on va poser un certain nombre de questions pour essayer d'orienter la réflexion des élèves. Donc par exemple, certaines questions qui peuvent être posées, donc là j'ai donné un certain exemple, ça va être combien de cases colorées vous voyez sur chaque ligne, sur chaque colonne. Okay. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces chiffres? Est-ce que ce sont des chiffres, bon, certes compris entre 0 et 5? Est-ce qu'ils sont pairs? Est-ce qu'ils sont impairs? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Voilà. On va ensuite rajouter une 6e ligne en nous assurant que le nombre de cases colorées, il reste pair. Et voilà. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, donc l'étape pour soi-disant compliquer la situation, on peut essayer de maintenant recompter le nombre de cases, essayer de comprendre qu'est-ce qui a changé. Pourquoi est-ce que j'ai placé les cases colorées ici et pas là? Et rajouter ensuite une 6e colonne en refaisant la même démarche. Voilà. Et maintenant, combien est-ce qu'on a de cases colorées par colonne? Comment est-ce que vous voyez les choses, etc. etc. Voilà, donc normalement, même très jeunes, ils comprennent très très bien le principe assez vite, surtout quand on a commencé à poser des questions. Généralement, dès qu'ils comprennent qu'il y en a des pairs et impairs, ça marche bien. Et donc, une fois que le tour de magie a été fait, donc souvent, voilà, on peut s'amuser à le refaire plusieurs fois. Pour être sûr que tout le monde ait bien compris et que tout le monde ait bien participé. Et donc, une fois que tout le monde a bien pu expérimenter, on va pouvoir faire le lien avec l'informatique. C'est ça le gros intérêt de cette activité, c'est que non seulement c'est très amusant à faire de base, mais surtout, on va pouvoir faire un lien assez fort avec l'informatique après. Donc, la première chose à expliquer aux élèves, s'ils ne le savent pas, c'est que l'ordinateur, il ne va pas parler français ou anglais, mais il va parler ce qu'on appelle le langage binaire. Donc ces phrases, les messages qu'il envoie, ça va pas être composé de mots comme on l'entend avec des lettres, mais ça va être composé de bits. Donc c'est-à-dire c'est une succession de 0 et des 1 et de 1. Donc on va avoir des messages, voilà, ici par exemple j'ai mis une espèce d'exemple, donc ça va être des successions de 0 et de 1, des lignes et des colonnes de 0 et de 1. Souvent une question qui revient très 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 souvent à ce moment-là, ça va être oui mais qu'est-ce que ça veut dire 0, 1, 1, 0 par exemple? Donc une façon assez simple de donner une application de ce code binaire, ça va être dire par exemple 0, 1, 1, 0, ça veut dire éteins cette case mémoire là, allume celle-ci, éteins celle-là, voilà, ça va marcher assez bien si on parle de mémoire dans l'ordinateur. L'ordinateur il va pas tout retenir tout le temps, il va pouvoir allumer ou éteindre certains composants pour lui permettre de se souvenir plus ou moins bien.
Et voilà, le code binaire, ça va nous permettre d'accéder à certaines parties de la mémoire ou pas. Voilà, une façon très très simplifiée d'expliquer qu'est-ce qu'on peut avoir, quelle utilité peut avoir le code binaire, quel genre de message ça peut faire passer. Oui, Lucie, il y avait une oui, bien question, sûr. je vais te la lire. Mhm. La première fois qu'on remplit la 6e Oui. ligne et la 6e colonne, doit-on expliquer aux élèves la consigne que l'on suit? Ah non, tout le but, parce que sinon ils vont trouver trop facilement. Tout le but quand on remplit nos colonnes, c'est juste de dire que c'est pour rendre les choses un peu plus compliquées, pour avoir un... Voilà, soit on dit que c'est pour faire plus joli, soit on dit que c'est pour rendre les choses un peu plus compliquées. Mais le but, c'est qu'ils trouvent tout seuls nous, la consigne qu'on suit pour remplir notre tableau. Voilà. Mais souvent, ils vont trouver assez rapidement, quand on va revenir et qu'on va un peu leur poser des questions, ils vont trouver assez rapidement comment on a rempli notre tableau. Mais non, tout l'intérêt, c'est de leur laisser découvrir pour ensuite nous permettre de trouver directement la case, enfin, qu'ils comprennent aussi comment on a réussi à trouver la case qui a été effacée. Du coup, donc parfois l'ordinateur il peut se tromper. Donc au lieu d'envoyer le message par exemple 01110101000, il va envoyer 001101000. Et ça peut poser des petits problèmes dans l'ordinateur. Et donc pour éviter ce type de problème, avant d'envoyer un message, l'ordinateur il va faire comme le magicien et il va rajouter une ligne et une colonne qui lui permet d'avoir toujours un nombre de 1 pair sur les lignes et sur les colonnes. Donc dans le cas de l'exemple, le message là, 011101000, avant l'envoi, il va être transformé pour devenir donc 011. Donc ici, on rajoute un 0 parce qu'on a un nombre pair de 1, pareil. Là, on n'a aucun 1, donc 0 c'est pair, donc on rajoute un 0. Et pareil sur les colonnes. Et donc faire ça, ça permet, quand on a un problème et qu'on a un bit qui est modifié, l'ordinateur il va savoir de suite comment corriger l'erreur. Et donc si le message envoyé n'est pas égal au message reçu, on va pouvoir voir directement où a été l'erreur et comment la corriger. Donc ça c'est un tour de magie qui marche assez bien chez eux, donc on peut facilement inciter les élèves à recommencer le tour de magie avec les adultes ou les enfants plus grands de leur entourage. C'est spectaculaire chez les adultes aussi, comprennent pas de suite pareil cette histoire de parité. Donc pas tout le monde a un tableau blanc effaçable chez soi, donc il faut leur faire remarquer que ça marche avec tout objet qui a deux états entre guillemets. Donc des cartes à jouer ou un jeu de memory face visible ou face cachée, ça marche très bien. Des pièces de monnaie pile ou face, donc là il faut réussir à en avoir 36, donc c'est un peu plus délicat, mais ça marcherait aussi dans l'idéal. Et des bouts de papier sur lesquels on aura écrit 0 recto et 1 au verso, ça marche aussi très bien et ça permet de faire plus directement le lien avec l'informatique. Cette activité, en fonction de l'âge des enfants, en classe, ça peut prendre entre 30 et 45 minutes chez les plus jeunes ou 15 minutes à peu près chez des enfants plus âgés. Donc je vais vous proposer une autre activité très complémentaire, qui est toujours donc une activité d'informatique débranchée, comme je l'avais dit, et qui s'appelle le code menteur. Donc c'est un atelier qui a été créé par Jeanne Nardy pour l'association Les Maths en Scène. Et donc ça va être un petit jeu où les enfants vont pouvoir jouer en binôme, donc, qui va pareil se baser sur des histoires d'informatique de 0, de 1 et de code détecteur d'erreurs. Donc, donc les enfants donc, se jouent en binôme, comme je l'ai dit. L'un des enfants est le robot et l'autre enfant est l'humain. Et le robot va devoir choisir entre 4 cartes. Donc on a une carte, on a deux bonhommes qui sourient. Donc une seconde carte, on a un bonhomme blanc qui sourit et un bonhomme vert qui fait la tête. Une troisième carte, on a le bonhomme blanc qui fait la tête et le bonhomme vert qui sourit. Et la dernière carte où les deux bonhommes font la tête. Donc le robot va choisir donc, l'une de ces 4 cartes en secret. Et l'humain, donc l'autre élève, va devoir trouver quelle carte a été choisie par le robot en posant des questions fermées. Donc le robot, évidemment, il parle le langage des robots, donc il ne veut pas répondre oui et non, mais il peut répondre juste par 1 pour oui et 0 pour non. Donc là, ça paraît facile si on pose que des questions fermées, mais il y a un petit twist qui rend le jeu très intéressant et même très difficile même pour des adultes, c'est que le robot peut mentir une seule fois. Donc voilà, il a le droit de mentir, il peut ne pas mentir s'il veut, mais en donnant ses réponses, il a le droit de mentir en donnant l'une de ses réponses. Alors, quelques petites précisions, parce que c'est des questions qui reviennent très souvent chez les enfants.
Toutes les questions peuvent être posées tant qu'elles sont fermées. On peut même demander as-tu déjà menti ou ta carte est-elle la numéro 2. Donc il faut bien prendre le temps d'expliquer que ce genre de questions elles sont super intéressantes, mais elles peuvent facilement être pièges, hein. C'est-à-dire que si on dit au robot as-tu déjà menti, il peut très bien nous répondre 1 pour oui, alors qu'il n'avait jamais menti et que c'est là son mensonge. Donc ça peut être très très facilement nous faire de nos cerveaux et très facilement nous embrouiller et nous empêcher de trouver la bonne carte. Pareil pour ta carte est-elle la numéro 2, le robot peut très bien nous répondre oui, alors qu'en fait, pas du tout, c'était la carte numéro 4. Donc c'est assez compliqué, donc il ne faut pas hésiter à passer un peu de temps sur cette petite subtilité de questions qui peuvent être un peu piégeuses. Donc là, ce qui marche bien avec les enfants les plus jeunes, c'est de les laisser expérimenter, de leur demander un petit peu, combien de questions vous avez réussi à trouver, qu'est-ce que vous avez posé comme question. Et une fois qu'ils ont un petit peu joué tous ensemble, que chacun a été le robot, chacun a été l'humain, c'est de leur dire que nous, on connaît une méthode qui nous permet de trouver à coup sûr la carte du robot en 5 questions. Donc alors là, généralement, la réponse très typique des enfants, c'est oui, mais moi j'ai réussi à trouver en 2 questions ou en 1 question. Donc voilà, il faut prendre le temps de bien expliquer que lorsqu'on trouve en moins de 5 questions, c'est qu'il y a une question de chance. Alors moi, j'ai des élèves souvent qui m'ont fait le coup de oui, mais moi je lui ai demandé si sa carte c'était la numéro 2 et il m'a dit oui et il n'avait pas menti. Alors du coup, j'ai trouvé directement. Certes, mais voilà, il faut bien prendre le temps d'expliquer que il y a une histoire de chance et que nous, on cherche à trouver un ensemble de questions qui nous permettent de trouver la carte du robot, peu importe ce qu'il répond, et peu importe à quel moment il ment. Donc là, on va voir ensemble quelles sont ces 5 questions, là justement. Alors, donc le code, enfin donc l'ensemble des questions qui nous permet de trouver à coup sûr quelle carte le robot a choisi, peu importe ses réponses à lui, ça va être de demander 2 fois est-ce que le bonhomme blanc sourit, demander 2 fois est-ce que le bonhomme vert sourit, et ensuite demander est-ce que les 2 bonhommes ont la même expression. Donc pour bien comprendre comment est-ce que ces questions-là fonctionnent, on va essayer de prendre un exemple de qu'est-ce qu'aurait répondu un robot typique. Donc par exemple, on lui demande est-ce que le bonhomme blanc sourit 2 fois, il nous répond 2 fois 1. Donc on est sûr que le bonhomme blanc sourit, puisque le robot n'a le droit de mentir qu'une seule fois. On lui demande 2 fois est-ce que le bonhomme vert sourit. Donc là, il nous répond 2 fois la même, 2 fois il nous donne 2 réponses différentes, pardon. Une fois, il nous répond non, une fois, il nous répond oui. Donc on sait qu'il a menti, mais on ne sait toujours pas quelle expression notre bonhomme vert a. Donc maintenant qu'il a menti, il ne pourra plus jamais mentir. Donc c'est une bonne idée de lui demander est-ce que les 2 bonhommes ont la même expression. Dans ce cas-là, il nous répond oui. On sait qu'il n'a pas pu mentir puisqu'il avait déjà menti avant. Et donc, on est sûr et certain que nos 2 bonhommes blancs et verts sourient. Et donc, il a choisi la première carte. Donc, pour amener les enfants à trouver les questions, pour amener les enfants à trouver ces 5 questions-là, on peut leur orienter leur réflexion, un peu comme tout à l'heure avec le tour de magie. Et un bon moyen de faire ça, c'est de leur dire quel est selon vous un bon moyen de savoir si le robot ment ou pas. Donc là, ça va prendre plus ou moins de temps, mais ils vont réussir à nous dire que si on pose 2 fois chaque question, finalement, on va savoir s'il a menti ou pas. Si on pose 2 fois la question et qu'il répond 2 choses différentes, on sait qu'il a menti. Et donc, une fois qu'on a parlé de ça, quelque chose qui vient assez naturellement chez les enfants, c'est une façon de faire en 6 questions. C'est-à-dire que si on pose chaque question 3 fois, donc est-ce que le bonhomme blanc sourit 3 fois, est-ce que le bonhomme vert sourit 3 fois, et bien non seulement on va être sûr de savoir quand le robot aura menti, mais surtout on saura la bonne réponse, enfin quelle est la vérité. Donc ça c'est une bonne façon de les amener, de voir s'ils ont bien compris la subtilité du jeu et une bonne façon de les amener à trouver les 5 questions. Donc maintenant, donc encore une fois, il y a un vrai lien avec l'informatique et ça va être assez intéressant d'en discuter avec eux. Donc l'un des liens avec l'informatique qu'on peut faire en premier, c'est la carte vitale. Donc ça marche plus ou moins bien en fonction de l'âge des enfants, s'ils ont déjà un peu l'expérience ou pas. Ça marche pareil avec les codes ISBN des livres, si ça leur parle peut-être plus.
Mais donc en tout cas, sur votre carte vitale, vous avez un certain nombre d'informations. Donc il y a le premier chiffre pour le sexe, l'année de naissance, le mois de naissance, etc. Donc plein d'informations qui ont attrait à vous et qui sont vraiment retrouvables très facilement si vous connaissez toutes ces informations-là. Et un dernier chiffre, donc vous ne pouvez pas deviner, qui est la clé de contrôle. Donc on a l'impression que ce chiffre est aléatoire, mais pas du tout en fait. Ça correspond au modulo en mathématiques. Donc cette clé contrôle, en fait, elle va nous permettre que tout ce nombre-là, additionné à la clé de contrôle, soit multiple de 97. Donc nous, par exemple, là, tout ce grand chiffre-là, si on additionne à 80, ça va être un multiple de 97. Et donc en fait, ça, ce genre de clé de contrôle, ça va nous permettre, si par exemple, on fait une erreur et que quand on tape notre numéro de carte vitale, on écrit par exemple ici 68 au lieu de 69, tout ce nombre-là, avec un 8 plus 80, ça va pas du tout être multiple de 97, et donc ça va pouvoir nous signaler qu'on a fait une erreur. Donc là, ça va vraiment être ce côté-là de... on détecte qu'il y a une erreur, on ne sait pas forcément la corriger, comme tout à l'heure avec notre robot, là, quand il nous a menti, on n'a pas su forcément quelle était la bonne réponse, mais au moins, on a su qu'il y avait une erreur, et on peut essayer d'investiguer un petit peu plus pour comprendre où était l'erreur et la corriger. Et donc pour les élèves qui sont un peu plus à l'aise, et si on a un peu plus eu l'occasion de parler de ces histoires d'informatique, de langage informatique et de messages sous forme de bits, quand on a un message dans un ordinateur donc, qui est envoyé de la forme par exemple 0,1, donc de la forme x0, x1, donc avec deux bits, une bonne façon de vérifier si on a bien reçu le message x0, x01, c'est demander donc 2 fois x0, 2 fois x1, et si x0 égale x1. Donc en demandant donc, ces 5 informations, même s'il y a une erreur dans l'ordinateur, s'il y a une erreur lors du message, de l'envoi du message, on pourra être sûr et certain qu'on aura trouvé, enfin qu'on pourra revenir au message qui a été envoyé. Alors du coup, ça me permet d'arriver à quelques conseils pour surtout pour les enfants les plus jeunes. C'est parfois un petit peu difficile pour eux de se concentrer de bout en bout avec toutes ces questions, voilà, de se rappeler est-ce qu'on a déjà menti, où est-ce qu'on a déjà menti, pas mentir 2 fois. Donc au sein de l'association La Met en scène, et notamment donc, Jeanne Nardi, qui est la créatrice de l'atelier, elle a créé avec des fiches à distribuer aux élèves qui sont super bien faites et qui leur permettent de bien cocher en avance quelle fiche ils ont choisi pour les robots, enfin quelle carte ils ont choisi pour les robots. Pour les humains, quelles questions ils posent. Donc, ils notent en même temps leurs questions et quelle a été la réponse du robot. Et les robots, surtout, peuvent cocher à quelles questions est-ce qu'ils ont menti. Donc, ce qui évite voilà, quelques petits problèmes de justice entre les élèves de type tu as menti 2 fois ou c'est pas possible que tu répondes oui à cette question-là. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à essayer d'asseoir un peu les choses et de leur permettre de garder une trace un petit peu écrite de leurs questions et de leurs réponses, parce que c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de se concentrer tout le long, même pour les adultes hein, d'ailleurs. Et encore une fois, voilà, pas hésiter à vraiment les inciter à refaire cette activité. C'est une activité qui marche vraiment très très bien en binôme enfant-adulte. En fait, c'est souvent quand les adultes, donc, on introduit le sujet un petit peu en disant que c'est des mathématiques ou en disant que c'est de l'informatique. Et il y a un effet un petit peu paralysant, malheureusement, chez beaucoup d'adultes quand on parle de mathématiques. Et c'est vrai que du coup, les enfants, une fois qu'ils ont bien compris cette histoire de poser plusieurs fois les questions pour voir où est-ce qu'on a menti, etc., ils arrivent à bluffer très très facilement, de façon assez impressionnante, les adultes autour d'eux. Donc voilà, encore une fois, c'est ce genre d'activité qui nécessite vraiment aucun matériel, qui peut se faire sur un laps de temps assez court. Donc ne pas hésiter à les encourager à refaire ça avec les adultes ou les enfants un peu plus âgés qu'ils ont autour d'eux ou à la maison. Donc voilà, il nous reste 3-4 minutes pour quelques petites questions si vous avez. Je crois que c'était très clair. On te remercie. On dit que c'est très clair et donc là, il n'y a pas de questions. Je pense que tu vas pouvoir passer à la suite. Super. Ah si. Alors j'ai une question. Si, il y en a une qui vient d'arriver. Comment l'humain sait-il qu'il a gagné ou perdu ?
Ah, donc quand il pense être vraiment sûr de la carte qu'a choisi le robot, il va affirmer. Plutôt, jusqu'ici, c'était des questions qu'on posait. Donc, robot, dis-moi si ta carte, si ton bonhomme blanc sourit, par exemple. Et donc à la fin, si on est sûr et certain d'avoir trouvé la carte, on va affirmer robot, donc ta carte est la numéro 2. Donc ça va pas être comptabilisé dans le nombre de questions. Pareil, ça c'est une question qui revient assez souvent chez les élèves, mais non, ça va pas être comptabilisé comme une question, mais oui, on va faire une affirmation, et donc le robot, là pour le coup, est obligé de répondre avec la vérité, et il va dire oui, en effet, tu as gagné, ma carte était la numéro 2. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Maudit. Donc, on va passer par l'interlude. Donc, je te laisse continuer sur l'interlude avant de passer Parfait. au prochain atelier. Super, merci Aurélia. Voilà, donc là, les ateliers que je vous ai présentés, comme je vous l'ai dit au cours de la présentation, sont des ateliers qui ont été créés ou en tout cas mis en place par des membres, qui est une association dont nous avons avec nous la présidente Aurélia La France. Donc c'est une association voilà, qui a pour but de faire découvrir les maths autrement. Et donc ça passe par la mise en place de plein d'ateliers comme ça qui ont un rapport avec l'informatique ou les mathématiques, et qui s'adapte à tous les âges, voilà, donc des plus jeunes, on intervient dans les maternelles, jusqu'aux enfants les plus âgés. Et donc voilà, on a un certain nombre d'ateliers qui sont disponibles. Donc je vous incite à aller régulièrement sur le site des Maths en scène, parce qu'on est en train de créer là avec d'autres membres des fiches qui résument tous les ateliers qu'on peut proposer, dans quel contexte on peut les proposer, quel matériel est nécessaire. Et voilà, donc vraiment beaucoup de ressources pédagogiques qui sont amenées à arriver sur le site de l'association. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour essayer de mettre en place des ateliers, voir quelles solutions peuvent être mises en place dans vos classes, et si l'association Les Maths en scène peut intervenir. Donc chaque année, on organise ce qu'on appelle le Festival des mathématiques, dans lequel s'inscrit donc cette journée JAM. Et cette année, donc malgré le Covid, le festival a réussi à se réinventer. Et donc nous sommes intervenus dans des classes de toute la région. Alors on est donc de la banlieue de Toulouse jusqu'à Saint-Afrique. On est parti dans un certain nombre d'écoles maternelles, primaires et collèges, hein, voilà, pour présenter tout un tas d'ateliers. Donc c'est là notamment que j'ai eu l'occasion de faire participer donc un certain nombre d'enfants à mes ateliers code menteur et code détecteur d'erreurs. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions de mise en place de ces ateliers. On a aussi un certain nombre de matériel pédagogique qu'on peut envisager au pré ou en intervention dans les classes. Donc je vous incite à aller nous contacter sur le site internet Les Maths en scène, ou à contacter directement Ouria ou n'importe quel membre que vous aurez l'occasion de croiser lors de ces journées JAM. J'ai mis des ateliers donc, autour de notamment ce robot-là qui s'appelle le robot Timio, et donc le but ça va être de découvrir un petit peu la programmation à travers ces petits robots qui sont très bien faits. Donc c'est de la programmation qu'on appelle programmation par bloc, donc ça va être un enchaînement de séquences, donc il n'y a pas besoin de savoir programmer donc de code informatique très poussé, mais ça va être une découverte de l'informatique et de la programmation informatique grâce à ces petits robots là, donc, qui peuvent avancer, qui peuvent obéir au claquement de doigts, qui sont éviter les obstacles ou rejoindre certaines cibles. On en a un certain nombre, donc je ne les ai pas tous devant moi parce qu'il y en a qui sont dans mes sacs pour partir en intervention dans des classes. Il y en a pas mal que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais qui ont été testés donc, par d'autres membres de l'association. Voilà, donc avec toute forme pour plaire à peu près tout type de public dans les, selon les classes dans lesquelles on intervient, et avec plusieurs niveaux de difficulté, donc selon les publics, encore une fois, auxquels on s'adresse, hein. Voilà, donc un certain nombre de matériel qui appartient à l'association, et avec lesquels on peut encore une fois envisager tout type d'intervention et de collaboration.